Monsieur le recteur, monsieur le directeur de l'Institut de hautes études internationales et du développement, mesdames et messieurs les invités, mesdames et messieurs, c'est un bel honneur que vous me faites en m'invitant à donner cette leçon d'ouverture, monsieur le recteur. J'y suis très sensible et je vous en remercie beaucoup. De même, je tiens à remercier chaleureusement le professeur Robert Roth pour sa présentation et ses propos très aimables. Il fait partie de celles et ceux qui, d'entrée de cause, m'ont accueilli avec une grande cordialité et ont fait de ma présence universitaire à Genève une expérience riche de nombreuses satisfactions. C'est un honneur redoutable, à vrai dire, que de donner cette leçon d'ouverture en raison de l'importance de la circonstance et aussi en raison de la qualité et de la diversité des personnes présentes. Le sujet que j'ai choisi est en lien direct à la fois avec mon enseignement et mon expérience dans la pratique du droit international, mais il est formulé et il sera traité autant que possible de manière à rejoindre la curiosité d'auditeurs provenant d'horizons divers. Cela dit, mon approche sera inévitablement marquée par la discipline scientifique dont l'enseignement m'est confié. Je voudrais partir d'un constat, un constat de manque. Face aux difficultés ou aux crises auxquelles notre monde est confronté, n'est-il pas fréquent d'entendre des observateurs, des analystes, des experts évoquer un déficit de gouvernance, déplorer l'absence ou l'insuffisance de règles ou de mécanismes adéquats? Il n'est pas rare non plus d'entendre des responsables politiques faire part de réflexions similaires. Qu'il s'agisse du climat, des ressources naturelles, de la finance, de l'économie, de catastrophes naturelles, d'exactions commises lors de conflits armés, notamment à l'égard de civils et en particulier de femmes ou d'enfants, souvent est manifesté le besoin d'une gouvernance mondiale mieux adaptée à l'ampleur et à la nature des besoins. Face à ce constat qu'il est difficile de ne pas partager, nous sommes appelés à une réflexion approfondie à la fois sur les causes de l'inadéquation et sur la manière de chercher à y remédier. À cet égard, le titre et le sous-titre de cette leçon d'ouverture, Vers une société politique mondiale, point d'interrogation, une communauté à la mesure de l'homme, vous donne d'emblée une indication de la direction dans laquelle je vous propose de suivre ma réflexion. Une réponse vraiment complète et totalement pertinente à la question des causes et à celle des remèdes requerrait une approche pluridisciplinaire. Historiens, géographes, économistes, spécialistes des sciences politiques et des relations internationales, scientifiques, philosophes, théologiens, toutes et tous auraient une contribution à apporter. Pour ce soir, conscient des limites de mon approche, je m'arrêterai à deux aspects, l'un ayant une forte composante juridique et l'autre se rapportant aux fondements éthiques et philosophiques du droit. Je prendrai le risque de situer mon propos aux confins du droit, de la philosophie de l'État et de l'éthique sociale. J'ai choisi de vous faire partager des réflexions sur lesquelles je voudrais poursuivre mes recherches et qui ne sont donc pas encore pleinement élaborées, même si elles occupent mon esprit depuis quelque temps déjà, depuis que mon approche scientifique a été confrontée à la pratique, sans pour autant que la dure réalité du monde dans lequel nous vivons m'ait conduit au cynisme ou à la résignation. C'est dans cette perspective que je voudrais vous inviter à considérer deux des causes de l'insuffisance actuelle. La première tient, à mon sens, à la conception sur laquelle repose la communauté internationale telle que nous la connaissons aujourd'hui. Même si, depuis quelques années, une évolution limitée et sectorielle de cette conception est perceptible, l'architecture et les modes de fonctionnement essentiels de la communauté internationale sont fondés sur la conception d'une communauté dont les composantes sont, sinon exclusivement, du moins de manière très prépondérante, des États souverains. La souveraineté étatique est la clé originale du système.
Elle exprime la plénitude du pouvoir à l'intérieur et l'indépendance à l'égard de l'extérieur. L'émergence des organisations internationales, puis leur multiplication, en particulier la création de la Société des Nations, puis celle des Nations Unies, apporte un complément important au modèle, mais en raison du rôle décisif que jouent les États souverains dans la création et le fonctionnement de ces organisations, elle ne le change pas fondamentalement. Tout au plus peut-on noter qu'une évolution s'est fait sentir par un passage graduel de la coexistence des États à la coopération internationale. Laissez-moi vous donner quelques exemples, parmi beaucoup d'autres, de la manière dont s'exprime cette conception ou de ses implications, et cela à la lumière de dispositions fondamentales de la Charte des Nations Unies. Prenons pour commencer l'article 2 de la Charte qui énonce les principes auxquels doivent se conformer l'organisation et ses membres. Le premier de ces principes, formulé au paragraphe 1er de l'article 2, est celui de l'égalité souveraine de tous les membres de l'organisation. De même, l'article 1er de la Charte énonce les buts des Nations Unies. Il n'y est pas question de créer ou de constituer une communauté internationale, mais, je cite, de réaliser la coopération internationale, c'est le paragraphe 3 qui le dit, et d'être un centre où s'harmonisent les efforts des nations, c'est le paragraphe 4 qui le spécifie. Un autre exemple encore, tiré de la compétence contentieuse de la Cour internationale de justice, qui est, vous le savez, l'organe judiciaire principal des Nations Unies. Il est prévu par l'article 34 du statut de la Cour, qui fait partie intégrante de la Charte, que, je cite, « Seuls les États ont qualité pour se présenter devant la Cour ». Et dernier exemple, les membres de 3 des organes principaux des Nations Unies, l'Assemblée générale, le Conseil de sécurité et le Conseil économique et social, sont exclusivement des représentants des États. Il s'agit même, sauf circonstances exceptionnelles, de représentants des gouvernements. La deuxième des causes que je voudrais relever de l'insuffisance dans la gouvernance mondiale actuelle est plus profonde encore. Elle tient à une crise qui affecte particulièrement la société contemporaine et qui est de nature anthropologique. Il s'agit d'un défaut du sens de qui est l'homme avec un grand H, de qui est la personne humaine et de ce que sont les fondements de sa dignité. Certes, la Charte des Nations Unies s'ouvre sur un préambule dans lequel les peuples des Nations Unies, we the peoples, les peuples des Nations Unies, se déclarent, je cite, « résolus à proclamer leur foi dans les droits fondamentaux de l'homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l'égalité de droits des hommes et des femmes », voilà ce que dit le deuxième paragraphe, et pourtant, malgré cette expression, le système international mis en place par la Charte est encore loin d'exprimer toutes les potentialités de cette foi exprimée dans ce que la Charte appelle la dignité et la valeur de la personne humaine. Dans la conception traditionnelle de la communauté internationale telle que nous la connaissons encore largement aujourd'hui, telle qu'elle est présentée dans la plupart des manuels de droit international public, l'individu n'a pas un plein statut de sujet de droit international. Les sujets dits actifs du droit international sont ceux qui ont la compétence d'édicter des règles de droit. Ce sont les États et, dans une bien moindre mesure, les organisations internationales. Les individus, eux, sont recalés au rang de ce que l'on appelle des sujets passifs du droit international, en tant que destinataires des règles édictées par les États, voire par des organisations internationales dans les cas limités où elles ont elles-mêmes la compétence d'édicter des règles
qui affectent les droits ou les obligations de particuliers. Un exemple de cette conception est que pendant de nombreuses années encore, après la création de cours internationales chargées d'assurer le respect des droits humains, les individus n'ont pas eu d'accès direct à ces cours. Ainsi, ce n'est qu'en vertu d'une évolution relativement récente, datant du début des années 90, que la Cour européenne des droits de l'homme, créée dans les années 50, a compétence pour recevoir ce qui s'appelle des requêtes individuelles. Les deux carences que je viens d'évoquer et qui tiennent aux conceptions respectives de la communauté internationale et de la personne humaine font partie, à mon avis, je l'expliquerai encore davantage dans un instant, des causes les plus importantes des faiblesses de la gouvernance mondiale actuelle. C'est pourquoi j'avance la thèse qu'il importe de dépasser la conception d'une communauté internationale consistant en un ensemble d'États souverains, voire un mécanisme de coopération entre États souverains, pour adopter et mettre en œuvre une conception selon laquelle la communauté internationale a vocation à être une véritable société politique mondiale, soit une communauté humaine politiquement organisée. Par parenthèse, je dois relever que je suis conscient du fait que cette thèse, telle qu'elle est formulée, doit être plus que déconcertante pour des juristes, d'abord parce que la notion même de communauté internationale fait débat entre eux et que l'existence juridique d'une telle communauté est en question, et ensuite parce que la notion de société politique mondiale n'est pas consacrée en droit international contemporain. On la rencontre sous la plume de philosophes, de spécialistes de sciences politiques, d'historiens de la pensée, de géographes parfois, et d'autres encore. Je l'ai utilisée, d'une part, pour éviter les ambiguïtés liées à des usages parfois fort abusifs de la notion de communauté internationale, en particulier lorsqu'un groupe restreint d'États en quête de légitimité se désignent eux-mêmes comme représentant la communauté internationale, et d'autre part, pour porter le sens d'un ensemble de personnes organisées en corps politiques. La civitas, ou la police des Grecs, ou body politique. Je précise aussi que je trouve bien entendu tout à fait acceptable d'utiliser l'expression de communauté internationale pour désigner dans le langage courant les Nations Unies, voire le système des Nations Unies. Je l'utiliserai d'ailleurs dans ce sens parfois dans la suite de mon exposé. D'emblée aussi, et pour éviter de vous laisser trop rapidement conclure à l'absence de réalisme de mon propos, je tiens à souligner que l'existence d'États est et demeurera essentielle dans la société politique mondiale de demain. Ils en resteront les acteurs décisifs. Il n'est que de voir les conséquences tragiques de l'effondrement des structures étatiques dans certains endroits du monde, ou que de songer à la volonté légitime d'indépendance d'États ayant souffert de la domination coloniale, de l'ingérence étrangère ou de la soumission économique, pour ne pas vouloir concevoir un système dont serait exclue une souveraineté étatique responsable. Dans le même but d'éviter un risque de malentendu précoce, je note que la formulation de ma thèse n'a pas non plus pour corollaire, je le dis immédiatement, la transposition du modèle étatique national au niveau de la gouvernance mondiale. Ces éclaircissements ayant été apportés, je peux maintenant vous dire comment je vais articuler la suite de mon exposé. Eh bien, je commencerai par évoquer les fondements de la thèse que j'ai avancée, puis j'énoncerai les principaux corollaires de cette thèse en les illustrant par une série d'exemples. Les fondements de ma thèse apparaissent déjà à l'énoncé du sous-titre de ma présentation, « Une communauté à la mesure de l'homme ». En me référant à l'expression de la Charte des Nations Unies, la dignité et la valeur de la personne humaine, j'évoque un humanisme dans lequel puissent se reconnaître
les grandes traditions spirituelles et philosophiques. Certes, l'expression utilisée est particulièrement riche de sens pour les personnes dont la culture est nourrie par ce qui a été appelé, à tort ou à raison, les religions du livre, mais elle a le mérite d'être accessible à la raison humaine et donc de pouvoir servir de base de dialogue à tous les hommes de bonne volonté. Selon cette conception, la personne humaine, chaque homme, est d'une part un être unique et irremplaçable et d'autre part un être appelé à s'épanouir en plénitude dans la relation avec l'autre, un être sociable dont la sociabilité s'exprime dans la vie familiale, dans le milieu de travail, le groupe social, la vie associative, et de la manière la plus complète au plan humain dans la société politique, et cela au niveau local, régional, national, au niveau de grandes régions du monde, comme aussi au niveau mondial. Le point essentiel de cet énoncé est qu'il n'y a pas de motif raisonnable d'arrêter l'énumération au niveau national, voire à celui de région continentale. La communauté humaine a vocation à être organisée politiquement au niveau du monde, aussi bien qu'aux échelons inférieurs. Tous les hommes, chaque homme, appartiennent à cet ensemble en vertu de leur commune humanité. Sur la base de ces prémices, il est possible de dégager un certain nombre de corollaires. Pour ce soir, j'en retiendrai 6. Je les énoncerai l'un après l'autre en montrant leurs implications sous forme d'exemples concrets de réformes à envisager. Premièrement, la dignité de la personne humaine exige que l'ordre international reconnaisse et exprime la primauté de cette dignité comme un principe général du système et que celui-ci ne soit plus configuré autant qu'il l'a été par le passé de manière trop exclusive par le principe de la souveraineté étatique. Mon propos n'a pas pour but, je l'ai dit, de nier le rôle essentiel des États, ni d'évacuer le concept de souveraineté. Il s'agit de reconnaître que la souveraineté étatique doit être comprise dans un sens plus large que celui qui a été le sien pendant si longtemps, elle qui se définissait essentiellement en termes de plénitude du pouvoir à l'intérieur et d'indépendance à l'égard de l'extérieur. À la suite de Francis Daigne, puis de beaucoup d'autres, il importe d'affirmer que la souveraineté comporte aussi une responsabilité, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Les implications concrètes de cette affirmation sont multiples. Pour illustrer cet exposé, j'en retiens 4. Premièrement, il appartient à l'État d'assurer le respect des droits de l'homme sur son territoire. Mais s'il se soustrait à ses obligations en violant des règles fondamentales de manière grave et systématique, le caractère indérogeable de dispositions applicables, le fait que l'État soit débiteur du respect de ces règles à l'égard de tous, et pour tout dire l'ordre public international à l'émergence duquel ces normes concourent, légitime les autorités extérieures compétentes à dénoncer les violations et à exiger qu'il y soit mis fin. Les démarches extérieures ne sauraient être conçues comme des ingérences inadmissibles dans les affaires intérieures. Deuxième implication, chaque État a la responsabilité de protéger sa population du génocide, des crimes de guerre, du nettoyage ethnique et des crimes contre l'humanité. C'est une responsabilité que les chefs d'État et de gouvernement réunis à New York le 24 octobre 2005 ont dit accepter. Le document final du sommet mondial de 2005 l'atteste. Cette responsabilité, ont-ils dit, je cite, « nous l'acceptons et agirons de manière à nous y conformer ». Dans le même document, ils ont reconnu et déclaré une responsabilité complémentaire et subsidiaire de la communauté internationale en disant qu'elle doit s'exercer, ce qui se comprend conformément à la Charte des Nations Unies. Ils ont même déclaré leur disponibilité, je cite, à mener en temps voulu une action collective résolue par l'entremise du Conseil de sécurité, y compris le recours à la force armée,
lorsque, je cite, « les moyens pacifiques ne suffisent pas et que les autorités nationales n'assurent manifestement pas la protection de leur population contre le génocide, les crimes de guerre, le nettoyage ethnique et les crimes contre l'humanité. » Considéré comme un des succès du sommet mondial de 2005, l'adoption de la responsabilité de protéger était censée constituer un substitut acceptable au concept contesté d'intervention humanitaire. Les débats de l'Assemblée générale au mois de juillet et de septembre 2009 ont pourtant montré la fragilité du consensus de 2005. Quoi qu'il en soit, la notion de responsabilité de protéger a déjà un contenu normatif important, même si elle n'a pas encore elle-même acquis le caractère de règle de droit international. Troisième implication de mon corollaire, chaque État a la responsabilité de poursuivre et, si leur culpabilité est démontrée, de punir les auteurs des crimes les plus graves qui touchent l'ensemble de la communauté internationale. Cette obligation incombe déjà aux États parties au statut de Rome de la Cour pénale internationale, à ceux qui sont partis aux conventions de Genève et à leurs protocoles additionnels pour ce qui est des violations graves du droit international humanitaire, et à ceux qui sont partis à d'autres conventions instituant une telle obligation de punir. Elle devrait bientôt incomber à chaque État, soit grâce à une universalisation toujours plus grande du statut de Rome, soit par la reconnaissance d'une règle coutumière ou d'un principe général émergent. Et si les États ne démontrent pas leur volonté de poursuivre et leur aptitude à le faire, le statut de Rome prévoit la compétence de la Cour pénale internationale comme cour de dernier recours, last resort, à titre supplétif, en vertu du principe de complémentarité. De cette manière, les victimes, dans une certaine mesure encore faible, et surtout leurs bourreaux, acquièrent, en plus de leur statut en droit national, celui de sujet direct du droit international pénal. Quatrième implication, le droit international ne peut manifestement plus être considéré, ainsi qu'il l'a été trop longtemps, comme le produit d'un abandon de souveraineté. Dans cette conception, le droit international ne peut émerger que si et dans la mesure où il a été édicté par des États qui, en légiférant, renoncent à une partie de leur souveraineté. Cette approche est dépassée. Une communauté internationale conçue comme un ensemble d'êtres humains, à plus forte raison une communauté politiquement organisée, ont un ordre juridique propre. Ubi societas, ibi ius. Là où il y a une société, il y a du droit. Certes, le droit international actuel est encore marqué par de nombreuses faiblesses, en particulier du point de vue de la sanction de ces violations. Mais ces insuffisances ne justifient pas qu'il ne soit pas considéré comme du droit. C'est malheureusement une approche qui continue à prévaloir dans certains régimes, ou même à surgir occasionnellement dans des sociétés qui ont une longue tradition d'état de droit à l'intérieur, mais qui entendent faire prévaloir leurs intérêts à l'extérieur en toutes circonstances, au besoin par la force. Pour certains tenants de cette approche, le droit international en tant qu'ordre juridique normatif est en contradiction radicale avec la souveraineté nationale. Eh bien non. Une communauté internationale à la mesure de la dignité humaine reconnaît l'exigence de l'existence d'un ordre juridique propre. J'aborde maintenant le deuxième corollaire du principe de la centralité de la dignité de la personne humaine. La personne humaine recherche son bien. Elle le recherche individuellement et collectivement. De par sa nature sociale, elle tente à concevoir la société dans laquelle elle vit de manière organique, c'est-à-dire qu'elle ressent le besoin d'autorité organisée. De plus, le bien qu'elle recherche n'est pas limité
à tel ou tel segment des besoins d'une vie digne. Il comporte de manière équilibrée les divers biens auxquels la personne humaine aspire en tant qu'homme, par exemple l'alimentation, l'éducation, la culture, la santé, la sécurité, le bien-être économique, l'épanouissement spirituel, etc. L'ensemble des conditions qui permettent à chacun de s'épanouir plus aisément en plénitude doivent être prises en compte dans leur globalité et non pas de manière sectorielle. Il s'ensuit que, dans la mesure où la recherche de ce bien dépend des collectivités publiques, à tous les niveaux, celles-ci doivent être organisées en conséquence. Les diverses composantes du bien commun doivent être intégrées dans l'organisation des autorités de manière harmonisée ou en tout cas coordonnée. Or, comme on le voit, l'une des faiblesses les plus criantes du système international actuel est sa fragmentation institutionnelle. L'ONU elle-même se diversifie en un secrétariat additionné de fonds et de programmes divers. Le système des Nations Unies, lui, s'est constitué peu à peu d'un nombre varié d'entités distinctes, telles que les institutions spécialisées et autres institutions reliées, en tant qu'organisations internationales distinctes, dotées de leur statut propre. Les institutions de Bretton Woods, spécifiquement la Banque mondiale et le Fonds monétaire international, ont été instituées en dehors du système onusien. L'Organisation mondiale du commerce a, elle aussi, son régime distinct. Une vision organique d'ensemble, fondée sur la dignité de la personne humaine en tant que principe général ordonnateur de l'ordre mondial, aurait des implications nombreuses dont je devrais me limiter à donner 2 exemples parmi les plus importants. Premièrement, l'architecture institutionnelle de la gouvernance mondiale doit être repensée. L'ampleur du défi et la difficulté extrême de la tâche ne doivent pas rebuter. Il en va en définitive non seulement de l'efficacité du système, mais aussi de sa crédibilité et même, dans certains cas, de sa légitimité. Il ne s'agit pas, à mon sens, de mettre en question l'ONU en tant que telle. Ce qui a été accompli en moins de 7 décennies est considérable. 60 ans ne sont rien dans l'histoire de l'humanité. Le monde serait un lieu beaucoup moins sûr et les tragédies de divers ordres seraient bien plus grandes sans l'ONU. Le mirage d'une communauté de démocratie, tel qu'il a été conçu sous d'autres cieux, se nourrit de beaucoup d'illusions, et si cette idée devait prendre la forme d'un projet plus concret, les risques et les dangers apparaîtraient rapidement. Non, une réforme devra partir de l'acquis et le faire évoluer. Je reviendrai sur les questions de méthode dans mes réflexions finales. Sur le fond, on relèvera, entre autres, que les tâches spécifiques et la composition du Conseil de sécurité ne lui permettent pas de remplir le rôle d'organe exécutif de conduite de la gouvernance mondiale. Faudrait-il qu'il le devienne? Indépendamment de la question de l'ajustement indispensable de la composition du Conseil, il est douteux que cette solution soit acceptable pour le plus grand nombre. Faut-il dès lors se résoudre à ce que le rôle de leadership soit assumé par des organes extérieurs à l'architecture institutionnelle de l'ONU, comme le G20? Sans nier que, faute de mieux, le G20 se charge de tâches qui ne sont pas assumées suffisamment efficacement par d'autres entités, il faut reconnaître que cette construction pose de sérieuses questions de légitimité et qu'elle a le potentiel de saper l'autorité de l'ONU. Mais il faut bien se rendre à l'évidence aussi que l'ONU doit parfois chercher en elle-même les causes de son manque d'autorité. Pour prendre un autre exemple que celui du Conseil de sécurité, on pourrait mentionner la manière éclatée dont le système est condamné en raison de structures inadéquates à traiter certaines questions connexes telles que le commerce international et ses dimensions environnementales et sociales, ou encore la manière dont les mécanismes internationaux en matière de finances sont encore trop déconnectés des autres dimensions du bien commun, alors que la finance n'a de sens que si, au lieu de devenir son propre objectif, elle est au service
de l'économique et du social au sens le plus large. Les secrétaires généraux successifs des Nations Unies se sont beaucoup engagés pour remédier, dans la mesure du possible, à la fragmentation du système. Les réunions régulières de ce qui s'appelle le CEB, Chief Executives Board for Coordination, qui est le cercle des dirigeants des principales composantes du système réunies sous la présidence du secrétaire général, sont une bonne chose. Mais cet organisme ne constitue qu'un premier pas dans la bonne direction. Deuxième exemple des implications de mon deuxième corollaire. Quiconque se propose de repenser l'architecture de la gouvernance mondiale ne peut pas se dispenser d'une réflexion qui porte aussi sur les implications de l'état de droit, Rechtsstaat, rule of law, les implications de l'état de droit pour la communauté internationale. Il a été dit parfois que le concept d'état de droit ne s'appliquait qu'à l'intérieur des États, mais pas à la communauté internationale. La notion d'état de droit est certes complexe et son contenu n'est pas toujours défini avec la plus grande clarté, surtout lorsque l'on passe d'une culture à l'autre. Rule of law, par exemple, n'est pas compris aux États-Unis de la même manière que Rechtsstaat l'est en Allemagne. Cependant, indépendamment de la nécessité de définir plus précisément le contenu de la notion et sa portée dans l'ordre international, on retiendra le principe selon lequel l'action des collectivités publiques doit reposer sur le droit et que celui-ci définit aussi les limites de l'action publique. La notion de respect du droit est si essentielle que l'on ne voit pas comment construire une véritable communauté internationale en tant que société politique sans intégrer l'état de droit comme un des fondements du système. Voici quelques-unes des questions que l'on doit se poser dans ce contexte. Peut-on se satisfaire à long terme du fait que le Conseil de sécurité joue, dans des circonstances exceptionnelles, un véritable rôle de législateur, comme il l'a fait en matière de lutte contre le terrorisme ou de juridiction pénale internationale? Peut-on se résigner à ce que le Conseil de sécurité prenne des mesures coercitives à l'égard d'individus sans respecter les exigences fondamentales du droit d'être entendu? Peut-on accepter que les individus dont les droits sont affectés par des actes ou des omissions d'un organe de l'organisation ne disposent pas de moyens de droit ou que ceux qui sont à leur disposition soient excessivement difficiles à utiliser? Poser ces questions, c'est déjà y répondre. Sans nier encore une fois la difficulté des changements à apporter, il faut se laisser guider par une attitude de principe. Comme troisième corollaire du principe de la centralité de la dignité de la personne humaine, je retiendrai que, quand bien même la recherche du bien commun appartient aux collectivités publiques à tous les niveaux, et qu'elle est même la source de la légitimité de leurs actions, la responsabilité du bien commun, loin d'incomber exclusivement aux autorités publiques, relève pour une part essentielle des personnes privées, de chacune d'entre elles à sa propre mesure, mais aussi des entités que je réunirai sous les appellations distinctes de secteur privé et de société civile. Les notions classiques d'intérêt public ou d'intérêt général ne suffisent pas à identifier et ne sont pas propres à délimiter les actions nécessaires à assurer le bien de tout homme et de tout l'homme. Les implications de cette manière de concevoir la responsabilité du secteur privé et de la société civile pourraient être énoncées dans une longue liste. En voici 3 à titre illustratif. D'abord, la responsabilité sociale des entreprises requiert une attention particulière, non seulement de la part des principales intéressées, mais aussi de la part des autorités à tous les niveaux. Son exercice au niveau de la communauté internationale serait favorisé par un cadre normatif et institutionnel approprié. Des initiatives telles que le Pacte mondial, Global Compact, ont le mérite d'exister,
et d'avoir créé une dynamique au potentiel important, les ajustements apportés, et ceux qui le seront encore, devraient permettre de poursuivre une marche dans la bonne direction. Deuxième implication, le rôle des organisations non gouvernementales. Expression d'une société civile foisonnante, les ONG se sont développées et diversifiées au point d'être devenues un phénomène et une composante essentielle de la société internationale. Elles ont acquis un statut auprès des Nations Unies et d'autres organisations internationales. L'évolution quantitative considérable du phénomène exige maintenant une réflexion de nature qualitative. D'une part, pour permettre à ces organisations de jouer pleinement leur rôle, et d'autre part, pour définir plus précisément les conditions de l'exercice de ce rôle. J'ai découvert, par expérience, en de nombreuses circonstances, l'apport exceptionnel d'un certain nombre de ces organisations. J'ai été en contact avec des organisations remarquablement compétentes qui ont su apporter, tantôt avec la publicité requise, tantôt avec la discrétion nécessaire, une contribution précieuse dans des domaines tels que les droits de l'homme, la justice pénale internationale, la justice transitionnelle et bien d'autres. Leur rapport n'est pas anecdotique ni marginal, il doit être pleinement reconnu et bénéficier d'un cadre institutionnel approprié. Troisième exemple d'implication, le rôle des acteurs privés dans la communauté internationale, qu'il s'agisse de composantes du secteur privé ou des animateurs de la société civile, devrait être mieux reconnu et consacré institutionnellement. À Genève, on songera bien sûr à l'exemple de l'Organisation internationale du travail, avec la composition tripartite des délégations nationales réunissant des représentants gouvernementaux aussi bien que des représentants des employeurs et des travailleurs. On pourra s'inspirer aussi du fonctionnement d'institutions nationales ou régionales portant le nom de Conseil économique et social ou d'autres noms analogues. Si l'on devait considérer que le Conseil économique et social de l'ONU ne pourrait ou ne devrait pas être transformé en un conseil réunissant les principaux acteurs de la vie sociale en vue de l'exercice d'un rôle consultatif, ne vaudrait-il pas la peine de songer à créer un nouvel organe onusien qui pourrait remplir cette fonction? J'aborde maintenant le quatrième corollaire. Les deux corollaires que je viens d'évoquer, les deux précédents du principe de la centralité de la dignité humaine, soit celui d'une conception organique d'ensemble et celui de la responsabilité du secteur privé et de la société civile, doivent être complétés par un nouveau corollaire qui s'applique à chacun d'entre eux. L'homme, en tant que personne humaine ayant vocation à s'épanouir pleinement dans la relation avec l'autre, en particulier dans et par la société à laquelle il appartient, a, en vertu de sa dignité, le droit de prendre part de manière appropriée aux décisions qui le concernent. Ce droit de participation s'exprime de diverses manières au plan interne, l'une d'entre elles étant le droit d'élire les membres de l'autorité parlementaire qui sera chargée de l'adoption des règles les plus importantes de la vie en société. Ce droit de participation vaut aussi, par exemple, dans une mesure à déterminer, pour les collectivités publiques de rang inférieur à l'égard des collectivités de rang supérieur auxquelles elles appartiennent. Il s'agit là de mécanismes destinés à assurer la légitimation démocratique des décisions prises et la représentativité des autorités chargées de prendre des mesures. Les implications de ce principe de participation au niveau de la communauté internationale méritent une attention particulière. Il est généralement considéré aujourd'hui que la légitimité démocratique des mesures prises par les composantes du système international est indirecte. Dans la mesure où les organisations internationales sont établies sur la base de traités qui sont approuvés conformément au processus constitutionnel des États qui veulent acquérir la qualité de membres, et dans la mesure où les représentants des États auprès de ces organisations internationales sont nommés par des gouvernements qui eux aussi tiennent leur légitimité de la manière dont ils ont été nommés en vertu de règles constitutionnelles internes,
la légitimité des décisions des organisations internationales serait suffisamment assurée. En fait, dans une communauté internationale dont les organes seraient dotés des compétences nécessaires à une prise en charge adéquate du bien commun universel, la question de la légitimité démocratique et de la représentativité ne pourrait pas être ignorée. Déjà aujourd'hui, il importe de se poser la question d'un renforcement de cette légitimité et de cette représentativité. Plusieurs mesures viennent à l'esprit à ce sujet. J'en mentionnerai deux à titre d'exemple. D'abord, il devrait être possible d'offrir aux parlements nationaux de meilleures possibilités de participation à la préparation de mesures importantes devant être prises au niveau international. Serait-il hors de propos de considérer, entre autres, que l'Assemblée générale des Nations unies devrait être réunie occasionnellement au niveau des représentants des parlements? L'Union interparlementaire n'a cessé d'accroître sa présence à New York au cours des dernières années. Il me semble que le rôle des parlements nationaux devrait pouvoir continuer à se développer. Deuxième exemple, lorsque l'on mentionne la problématique de la représentativité, on ne peut pas ne pas réitérer une conviction selon laquelle il est nécessaire de trouver à brève échéance une solution à la question de la composition du Conseil de sécurité. Une institution ne peut pas subsister longtemps sans perdre de sa crédibilité et de sa légitimité si elle est déconnectée de la réalité dans laquelle elle doit exercer ses tâches. La question étant bien connue, je ne lui consacre pas davantage de développement. Le cinquième corollaire que je tire du principe de la centralité de la dignité de la personne humaine a trait au niveau auquel doivent être prises les décisions. Dans la mesure où une tâche doit être assumée par une collectivité publique, la liberté et l'autonomie de l'individu, ainsi que son droit de participation, suggèrent que la compétence appartienne à l'autorité la plus proche, l'autorité locale. Mais si celle-ci n'est pas en mesure, en raison de la nature et de l'ampleur de la tâche, de l'exercer de manière satisfaisante, il importe que la responsabilité de cette tâche passe à la collectivité de rang supérieur, bien sûr uniquement, je l'ai dit, dans la mesure où la collectivité inférieure n'est pas en mesure d'exercer cette tâche de manière satisfaisante. Ce principe est souvent implicite dans l'ordre constitutionnel des États à structure fédérale. Il a été explicité dans le traité instituant la Communauté européenne dans des termes un peu différents, sous le nom de principe de subsidiarité. Il sert à la fois à légitimer l'action de la collectivité de rang supérieur et à lui assigner des limites. Encore une fois, les implications de ce corollaire sont nombreuses. Pour concrétiser mon propos, j'en mentionne deux. D'abord, les tâches qui, en raison de leur nature ou de leur ampleur, ne peuvent pas être assumées de manière satisfaisante par les États, doivent être prises en charge par la communauté internationale. Il s'agit d'une obligation propre de la communauté internationale et non pas d'un abandon de souveraineté des États. Au cours des dernières années, il est apparu que dans de nombreux domaines, certaines tâches devraient être assumées par la communauté internationale. Tel est le cas, bien sûr, dans les domaines de la paix et de la sécurité, mais aussi dans ceux du développement, de l'environnement et du climat, des catastrophes naturelles, des dérèglements financiers et économiques, de la justice pénale internationale, etc. Une utilisation intelligente du principe de subsidiarité devrait permettre de trouver des solutions qui, autant que possible, ne déchargent pas les États de leurs responsabilités, mais confèrent à la communauté internationale les attributions nécessaires. Un bon exemple de répartition intelligente des responsabilités est, à mon sens, celui de la Cour pénale internationale. Le statut de Rome laissant aux États la responsabilité primaire de poursuivre et, le cas échéant, de punir, tout en conférant à la Cour internationale un rôle supplétif en cas d'absence de volonté ou d'incapacité des États concernés de remplir leur rôle. Le deuxième exemple concerne les organisations régionales. Dans un système international configuré selon les exigences du principe de subsidiarité,
l'émergence d'organisations régionales telles que l'Union européenne doit être prise en compte. Il importe ici de bien identifier celles des organisations régionales dont la nature justifie un tel statut. Elles sont encore peu nombreuses, en effet, à expérimenter un niveau d'intégration suffisant et à exercer une aussi vaste palette de tâches quasi-étatiques. Mais des entités telles que l'Union européenne devraient se voir reconnaître un statut spécial dans la mesure où elles assument de manière effective un certain nombre de tâches ordinairement étatiques qui leur ont été confiées en propre en vertu des règles constitutionnelles qui les régissent. Le sixième et dernier corollaire du principe de la centralité de la dignité de la personne humaine que je veux évoquer ce soir, je dois évidemment me limiter pour ne pas abuser de votre patience, a trait aux biens, au pluriel, aux biens d'importance essentielle pour la vie des êtres humains et de leur communauté sur cette terre. La dignité de la personne humaine exige de reconnaître que ces biens ont été créés pour être mis à la disposition de tous les hommes, qu'ils sont destinés à couvrir les besoins vitaux de la communauté humaine et de chacun de ses membres. Cette destination universelle, en quelque sorte, semble parfois difficile à concilier, il faut le reconnaître, avec les régimes d'appropriation découlant d'une conception de la propriété issue du droit romain tardif et conférant au propriétaire une maîtrise totale et exclusive sur sa chose. Cette conception ouverte de la destination de biens essentiels a des implications qui ont été traduites de diverses manières et qui aujourd'hui encore sont objet de recherche visant à identifier et définir les régimes les plus appropriés. Voici 3 modèles à titre d'exemple. Premièrement, la notion de patrimoine commun de l'humanité a été retenue par le droit international de la mer pour ce qui est des fonds marins et de leur sous-sol au-delà des limites de la juridiction nationale, ainsi que des ressources de ces fonds marins et de leur sous-sol. Elle a aussi été consacrée dans un traité qui n'a bénéficié jusqu'à maintenant que d'un nombre limité de ratifications, à la Lune et à ses ressources naturelles. Deuxièmement, la notion de bien commun au pluriel a été développée et elle fait encore débat, tant en ce qui concerne les objets à englober dans cette notion qu'à propos de leur régime. La question est particulièrement débattue et est l'objet de travaux de recherche en ce qui concerne, nous le savons, l'eau. Troisièmement, certaines découvertes scientifiques importantes ayant fait l'objet de mesures de protection en vertu du droit de la propriété intellectuelle, par exemple dans le domaine des médicaments, ont été mises à disposition d'un large public, il faut le reconnaître, à la suite de luttes très énergiques, grâce à des mécanismes de type partenariat public-privé. Me voilà parvenu au terme de l'évocation des 6 corollaires que je pensais pouvoir aborder ce soir. Avec davantage de temps et toujours sans prétendre à l'exhaustivité, j'aurais encore cherché à exposer comment le principe de la centralité de la dignité de la personne humaine exige la mise en œuvre du principe de solidarité. Une solidarité dont les implications découlent de la justice, mais qui porte encore davantage de fruits lorsque le geste de solidarité est animé, en plus de la justice, par la charité, dont l'exercice mérite lui aussi un cadre légal et institutionnel approprié, non seulement au niveau national, mais aussi dans l'ordre international. Mais le temps est venu de conclure. Je ne veux pas terminer cependant sans vous avoir fait partager 2 réflexions. La première tient à des questions de méthode. Les idées que j'y évoquées sembleront à certains excessivement ambitieuses, à tout le moins peu réalistes. Le réalisme, à mes yeux, ne consiste pas à se résigner, mais à être prudent au sens original du terme, c'est-à-dire à identifier et choisir les moyens qui permettent de parvenir aux résultats légitimes auxquels on aspire. À cet égard,
Les fondateurs de l'Europe contemporaine nous offrent une belle leçon. Comparée face à l'objectif de créer une Europe unifiée, la démarche des créateurs du Conseil de l'Europe à celle des concepteurs de l'Union européenne. Je ne dis pas que le modèle régional européen doit être transposé tel quel au monde, je vous invite à reconnaître les avantages évidents d'une méthode qui ne consiste pas à jeter d'un coup sur le papier un projet à la fois trop et pas assez ambitieux, mais à fixer un objectif, puis à chercher à l'atteindre par étapes successives, en posant des règles et en créant des institutions chargées de les faire respecter, le tout en commençant par une approche limitée, mais sur un point décisif, avec l'intention non pas de plaquer sur une réalité des mécanismes juridiques qu'elle n'est pas prête à accueillir, mais de créer une dynamique factuelle qui générera petit à petit en leur temps les institutions et les règles nécessaires à une réalisation graduelle de l'objectif final. C'est ce que l'on a appelé la méthode Jean Monnet, du nom du concepteur de la déclaration Schuman du 9 mai 1950, qui a développé la vision et initié la première étape de l'Europe d'aujourd'hui, la communauté européenne du charbon et de l'acier. Laissons-nous inspirer par la méthode Jean Monnet, lui qui disait « Nous ne coalisons pas des États, nous unissons des hommes ». La deuxième de mes réflexions conclusives passe par un retour au titre de ma présentation, vers une société politique mondiale, point d'interrogation. Dans mon exposé, j'ai traité du thème en me demandant s'il convenait de se diriger vers une société politique mondiale et si oui, comment. Maintenant, je voudrais simplement répondre à la question de savoir si l'on se dirige effectivement vers une telle société, oui ou non. La réponse, à mon sens, ne peut qu'être nuancée. Les faits qui nous invitent à une réponse négative sont malheureusement nombreux. La manière dont certains États conçoivent et pratiquent leur souveraineté est préoccupante, même si elle trouve parfois quelques explications dans l'histoire de ces pays. La volonté des États de rester les acteurs quasi exclusifs du système international, les violations massives des droits de l'homme, du droit humanitaire, du droit international en général qui persistent au quotidien, la légitimité démocratique réduite d'un ensemble de mécanismes internationaux et ainsi de suite, ne pousse pas à un optimisme exagéré. En revanche, un ensemble de développements récents démontre qu'il n'y a pas lieu de perdre courage. En voici quelques-uns, toujours à titre d'exemple. L'adoption du statut de Rome de la Cour pénale internationale et le début rapide et inespéré du fonctionnement de la Cour sont des événements d'une portée inouïe dans l'histoire de l'humanité. La reconnaissance par l'Assemblée générale des Nations unies d'une obligation incombant à chaque État de protéger ses populations contre les exactions les plus graves et d'une responsabilité subsidiaire de la communauté internationale devant être exercée au besoin par des moyens coercitifs, même si elle se heurte à des difficultés de mise en œuvre, est aussi une avancée substantielle. L'accès direct des individus aux cours internationales régionales chargées du respect des droits de l'homme aurait été impensable il y a quelques décennies. Pour ce qui est de l'Europe, je l'ai dit, la Cour de Strasbourg, créée dans les années 50, a dû attendre les années 90 pour que le droit de requête individuelle soit introduit. Autre exemple, le fait que le Conseil de sécurité se soit mis à interpréter la notion de menace contre la paix, critère déclencheur décisif d'une action coercitive, comme visant non seulement des menaces internationales, mais aussi des situations purement internes, en référence à des violations massives des droits de l'homme. Ou encore, l'instauration en Europe, centre de tant de conflits internes et source de conflagration mondiale, d'un système de souveraineté partagée, réalisation paraissant totalement hors de portée dans la première partie du siècle dernier. Et enfin, dernier exemple montrant à quel point les ordres juridiques internes des États commencent à être imprégnés par l'ordre juridique international. Nombre de pays sont prêts aujourd'hui à reconnaître ce que l'on appelle
un effet direct à des normes de droit international, ce qui signifie que des individus peuvent se prévaloir de ces normes directement devant les tribunaux nationaux. Dans ces cas, le juge national devient le juge commun de l'application et du respect du droit international. Vous le voyez, mesdames et messieurs, les raisons d'espérer existent. En m'adressant maintenant plus spécialement à la jeune génération, je voudrais dire ceci. La résignation n'a pas d'avenir. D'ailleurs, elle n'est pas une option. Face aux souffrances inacceptables de tant d'hommes, de femmes et d'enfants aujourd'hui, la volonté de faire mieux est une exigence. Elle requiert la mobilisation des ressources de l'intelligence, mais aussi de celles du cœur. La communauté internationale de demain sera-t-elle une juxtaposition d'États souverains ou une société humaine dont vous serez les acteurs? À vous de choisir. Quelques questions. Je remercie le professeur Michel. Vous aurez compris qu'aux deux qualités que j'ai mentionnées en le présentant, à savoir l'engagement au service de la communauté internationale et les qualités d'enseignant et de chercheur, on doit ajouter la force de la conviction et la capacité de la transmettre. Je remercie infiniment le professeur Michel de sa leçon. Nous prenons, conformément à la tradition de ces leçons d'ouverture, quelques questions, si vous le voulez bien. Je crois qu'il y a des micros. Oui, il y a des micros. Qui souhaite poser une question? Monsieur, au deuxième rang de la deuxième partie. Troisième rang de la deuxième partie. Oserais-je retracer la mise en garde générale du père Teilhard de Chardin, affirmant avant 1955, dans son livre Le phénomène humain, hors de collectivisme, point de salut pour l'humanité, point de survie. Je n'ai pas entendu le début de la question. La question est ce que je pense de cela? Comment? Quelle est exactement la question? J'ai entendu la référence à cette pensée. Du père Teilhard de Chardin. Oui. Point de survie de l'humanité hors du collectivisme. Alors il faudrait penser à l'application. Moi, je vous remercie beaucoup de votre question. J'aimerais être certain de la citation. Formulée en ces termes, elle me surprend un tout petit peu. S'il voulait dire qu'il n'y a pas d'avenir pour l'être humain si l'on ne prend pas en compte la dimension sociétale de l'être humain, alors je crois que c'est ce que j'ai essayé de démontrer tout au long de mon exposé. Je vous remercie. J'ai un peu la lumière dans les yeux. Monsieur, dans la première partie. C'est vous. Oui, je voulais juste poser une question. Pour réaliser une politique mondiale, ce qui est fort intéressant, le moyen, c'est effectivement les finances. Comment peut-on, aujourd'hui, dans l'état actuel des finances mondiales, si on n'a pas une monnaie unique, obtenir ce résultat? Je vous remercie beaucoup de votre question. Je vais être obligé de reconnaître en milieu universitaire qu'il y a des limites à la multidisciplinarité et que je suis scientifiquement tout à fait incompétent pour répondre à votre question. Ce que je peux dire tout simplement, c'est que mais c'était évident pour tout le monde au cours des derniers mois, des dernières années, est que la manière dont la finance a été déconnectée de sa finalité économique et de sa finalité au service du bien commun a
été manifestement une des causes de la crise dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Maintenant, si la solution passe par une monnaie unique, je suis malheureusement incapable de répondre à cette question. Je vous en remercie. Merci. Une dernière question, si vous voulez bien. À ma gauche, là en bas, s'il vous plaît. Là. Première partie, deuxième rang, troisième rang. Merci de cette très belle conférence. Dans le cadre du 5e corollaire, vous avez mentionné l'importance de reconnaître les organisations régionales à côté des États en raison de leur rôle spécifique et des missions qu'elles assument. Et je crois que c'est un souci très, très important. Comment voyez-vous cette représentation dans des enceintes comme les Nations Unies, le Fonds monétaire, la Banque mondiale, où, il faut le dire, de temps en temps, cela aurait pour effet d'assurer une forme de double représentation. Non seulement nous avons les États présents, mais on a l'organisation régionale avec son poids spécifique. Alors c'est une double représentation et en même temps c'est une source de conflit. Une question combien importante et délicate. J'ai été le témoin des difficultés qu'avait l'Union européenne et ses membres à définir la manière dont l'Union devait être représentée au sein des différents organes de l'ONU, des différentes conférences, etc. Je vais le dire sans aucune espèce de schadenfreude, car vous l'avez bien compris, je considère le processus de construction politique européenne comme un processus majeur, important, décisif, mais en même temps, il faut reconnaître qu'il progresse parfois lentement et qu'il a du mal à trouver ses modalités précisément dans des enceintes internationales. D'une part, parce qu'il y a lieu de savoir si la représentation est assurée par des représentants de l'Union en tant que telle, ou si elle l'est par des représentants des États membres. Et si elle l'est par des représentants de l'Union, ces représentants de l'Union sont-ils des représentants du Conseil ou des représentants de la Commission ou des représentants de l'État qui exerce la présidence de l'Union? Je crois qu'il est conforme à la vérité de dire que toutes ces questions font objet de luttes vives et acerbes au sein de l'Union européenne elle-même. Il suffit de mentionner la question du Conseil de sécurité pour voir que jamais ni la France ni le Royaume-Uni n'accepteront d'être représentés au sein du Conseil de sécurité par quelqu'un qui sera le représentant de l'Union européenne. En même temps, on voit toute la difficulté du débat quant au souhait de l'Allemagne et les questions que cela pose notamment en Italie, d'avoir une représentation permanente au sein du Conseil de sécurité. On voit aussi les réactions que cela suscite dans d'autres régions du monde qui ont du mal à comprendre pourquoi l'Union européenne veut s'exprimer d'une voix, et très souvent le fait dans ces enceintes-là, avec souvent une longue énumération des pays liés par des accords avec l'Union européenne qui suivent la même ligne. Et pourtant, les États membres s'expriment encore de manière séparée. L'un des premiers défis pour l'Union européenne, indépendamment de la question de la répartition des compétences internes entre les différents organes, est celle de la manière d'attribuer des compétences à l'Union par opposition aux compétences qui sont laissées aux États membres. Alors, il y a eu tout un effort lors de l'élaboration des traités récents de précision des attributions qui sont véritablement des attributions de l'Union, des attributions exclusives de l'Union, de manière qu'il soit clair que sur le plan international, ce sont les représentants de l'Union qui vont parler sur les questions de ce genre. Mais on sait bien qu'il y a un certain nombre d'attributions qui sont mixtes, et dans ce domaine, il y a une grande difficulté. Moi, je crois, si vous voulez, que au sein de l'Union, il y a un travail considérable qui se fait pour harmoniser les positions de l'Union. Les diplomates des États membres de l'Union européenne sont d'ailleurs souvent assez épuisés parce que, avant de participer aux négociations dans les enceintes internationales, ils doivent négocier fortement leur position à l'intérieur de l'Union européenne et ensuite leur marge de manœuvre dans l'enceinte internationale se réduit. Donc, votre question est vraiment excellente, elle a de multiples facettes. Je crois que d'une manière ou d'une autre, il faudra
encore un certain nombre d'années pour que ces questions-là soient clarifiées petit à petit. Elles iront certainement en direction de plus en plus d'une représentation unique de l'Union, certainement dans tous les domaines d'attribution exclusive de l'Union, par opposition aux attributions des États membres. En revanche, je ne vois pas cela se produire partout, notamment pas au sein du Conseil de sécurité. Merci. Je remercie encore une fois le professeur Michel de sa conférence. Je remercie les personnes présentes et celles qui ont posé des questions. Je vous souhaite une excellente rentrée universitaire qui a déjà commencé la semaine dernière. Je vous souhaite un excellent semestre de printemps et à la prochaine conférence à la rentrée du semestre d'automne.